Bonjour à tous, bienvenue au mini-webinaire de Legal PME. Je m'excuse pour le retard, mais on a eu quelques petits problèmes techniques. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on essaiera de régler le problème au plus vite. Donc aujourd'hui, le mini-webinaire va porter sur la modification d'un élément du contrat de travail. Est-ce qu'une modification unilatérale est autorisée ou interdite? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui durant ce petit webinaire de 15 minutes. Alors, le principe est que toute modification unilatérale est interdite. D'où vient ce principe? Ce principe vient de la loi relative au contrat de travail qui impose aux parties une obligation générale. Qui impose une obligation générale aux parties. Oh, pardon, il y a eu un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne suis pas sûre que ça fonctionne de manière optimale. Ok, parfait, ça fonctionne bien. Top. Du coup, je disais que le principe, c'est l'interdiction de la modification unilatérale du contrat de travail. Pourquoi? Parce que c'est la loi relative au contrat de travail qui impose deux obligations. Une première obligation qui est celle de l'employeur. Oui, je suis désolée, je sais qu'on ne voit pas les slides, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à les partager. Je suis désolée. Donc, en attendant que je règle le problème technique, je vais vous exposer la matière sans support et le cas échéant, on vous enverra le support après le webinaire. Comme ça, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de visuel et de plus parlant. Donc, le principe, c'est l'interdiction de la modification unilatérale parce que la loi relative au contrat de travail impose deux obligations. Une première obligation à l'employeur qui est de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenu. Le travailleur a une obligation similaire puisqu'il a l'obligation d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenues. Donc, qu'est-ce que ça implique, ces obligations? Ça implique qu'aucune condition non contractuelle ne peut être imposée à l'autre partie. Ce principe d'interdiction découle aussi du fait que le contrat de travail, il naît de la volonté des deux parties, du consentement des deux parties. En effet, un contrat de travail, c'est un contrat qui a été négocié entre le travailleur et l'employeur. Donc, c'est le travailleur et l'employeur qui vont négocier avant la conclusion les conditions de travail qui vont régir leur relation de travail. Ainsi, le contrat de travail va lier les deux parties et il va tenir lieu de loi entre ces parties. Et donc, aucune modification qui n'a pas été négociée entre les parties ne pourra pas être imposée. Toutefois, il y a quand même des exceptions qui sont admises. La première exception, c'est une exception générale qui est de dire que les parties peuvent de nouveau négocier des conditions de travail différentes que celles qui ont été convenues à la base. Donc, de commun accord, des nouvelles conditions pourront être conclues. Il y a une deuxième exception qui est liée aux besoins de l'entreprise. Les besoins de l'entreprise peuvent évoluer selon la conjoncture économique, les innovations technologiques. Il peut aussi y avoir des mutations dans l'organisation et la gestion de l'entreprise. Tous ces besoins peuvent impliquer parfois et de manière impérative que des modifications soient apportées aux conditions de travail. C'est notamment le cas lorsqu'on a une entreprise qui est au bord de la faillite. Pour éviter la fermeture de l'entreprise, celle-ci pourra imposer aux travailleurs de nouvelles conditions de travail. Donc en fait, il faut garder en tête que l'employeur doit pouvoir adapter son organisation aux exigences de la vie économique, mais il devra le faire en tenant compte de l'intérêt des travailleurs, bien évidemment. Donc en fait, il faut qu'il y ait un équilibre entre les intérêts économiques de l'employeur et l'intérêt du personnel. Il y a une troisième exception qui est admise, c'est la distinction entre les éléments essentiels et les éléments accessoires. Donc, qu'est-ce que c'est un peu des éléments essentiels et des éléments accessoires? En fait, il n'y a pas vraiment de définition d'un élément essentiel et d'un élément accessoire. Ça dépendra au cas par cas et de l'intention des parties.
Donc, c'est lors de la négociation des parties, celles-ci peuvent avoir attaché plus d'importance à certains éléments qu'à d'autres. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement un élément accessoire ou un élément essentiel? On a quand même des lignes directrices qui peuvent nous aider à identifier si on est face à un élément ou à un autre. Un élément accessoire, ce sera un élément non déterminant de la relation de travail. Ce sera par exemple la personne avec qui je travaille, ou ça pourrait très bien être la marque de l'ordinateur mise à disposition par l'employeur. Dans ce cas-là, une modification imposée par l'employeur pourra être possible. Ce sera aussi possible si le contrat de travail le prévoit, si ce n'est pas une condition qui a été prévue explicitement par les parties et si c'est justifié dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, l'employeur pourrait très bien changer d'ordinateur pour un ordinateur plus performant. C'est tout à fait envisageable. Il faut être vigilant parce que ces éléments qu'on dit accessoires peuvent très bien devenir essentiels suite à la négociation des parties. Donc, il se peut qu'au moment de la conclusion du contrat de travail, les parties ont décidé que la marque de l'ordinateur était un élément essentiel, non négociable. Dans ce cas-là, on ne pourra pas le modifier unilatéralement. À l'inverse, qu'est-ce que c'est un élément essentiel? Un élément essentiel, c'est un élément déterminant de la relation de travail. C'est-à-dire que sans cette condition, cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu. Dans ce cas-là, les parties ne pourront pas le modifier unilatéralement. Alors, on n'a pas de définition d'un élément essentiel. Toutefois, les cours et tribunaux établissent 4 éléments qui sont considérés comme essentiels en tout temps par les parties si elles n'ont pas prévu le contraire. Donc, on a 4 éléments qui ont été identifiés comme essentiels. On a la fonction, la rémunération, le lieu de travail et le régime de travail. On voit que par la pratique, il y a des atténuations qui ont été acceptées par les cours et tribunaux et donc des circonstances dans lesquelles l'élément qui est considéré comme essentiel pourra toutefois être modifié. Alors, on va commencer par la fonction. La fonction est en principe considérée comme un élément essentiel. Toutefois, on pourra la moduler dans certaines conditions. On pourra la moduler, par exemple, si la fonction n'a pas été établie avec précision dans le contrat de travail. Par exemple, on a juste fait mention dans le contrat de travail d'un poste administratif, sans détailler avec précision quelles sont les fonctions du travailleur. Donc, on n'a pas détaillé, on n'a pas mis, par exemple, que le travailleur se charge de la prise des rendez-vous, se charge de répondre au téléphone. Si on n'a pas de description précise dans le contrat de travail, alors on pourra modifier les tâches du travailleur. On pourra les modifier, mais il faudra garder à l'esprit que une modification est possible si elle correspond aux qualifications, aux compétences du travailleur et qu'il y a un maintien de responsabilités équivalentes. Par exemple, si on est face à une secrétaire de direction, on pourra lui attribuer d'autres tâches qui sont dans la ligne de ses compétences, mais on ne pourra pas la rétrograder et la faire devenir simple secrétaire. Ça, ce ne sera pas envisageable. De même, on ne pourra pas lui demander de faire des travaux de nettoyage. Ça ne correspond pas à ses compétences, à ses qualifications. Alors, deuxième élément essentiel, on a la rémunération. La rémunération, ça vise quoi? Ça vise le salaire versé, donc le salaire brut mentionné dans le contrat de travail, mais ça vise aussi tous les avantages qui sont acquis en vertu du contrat de travail, comme par exemple les chèques repas ou la voiture de société. Concernant la rémunération, il n'y a aucune atténuation qui est prévue. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un élément essentiel qu'on ne pourra pas modifier unilatéralement. Le lieu de travail. Donc, le lieu de travail, par principe, c'est un élément essentiel. Des atténuations sont admises. Par exemple, en fonction de la fonction exercée par le travailleur ou de la nature de l'emploi. C'est typiquement le cas dans le secteur de la construction, où on n'a pas un lieu de travail précis. C'est le travailleur qui ira travailler sur le chantier et le chantier peut changer d'endroit de mois en mois, par exemple. On pourrait très bien aussi modifier le lieu de travail à condition que le travailleur ne subisse pas de dommages hors proportion avec les nécessités de l'entreprise. C'est le cas notamment lorsque l'entreprise change son siège social. Si le siège social n'est pas déplacé outre mesure et n'engendre pas pour le travailleur des frais kilométriques hors proportion, dans ce cas-là, ce sera admis. Imaginons que l'entreprise était basée à Bruxelles, elle va à Rixensart. Le travailleur habite à Bruxelles et doit faire
20 km en plus pour aller au travail, c'est tout à fait admissible. Si maintenant l'entreprise déménage à Anvers, là, ça posera plus de questions et faudra voir dans quelle mesure ce sera possible, moyennant peut-être dédommagement du travailleur. Alors, quatrième élément essentiel, c'est le régime de travail. Le régime de travail, c'est quoi? C'est la durée du travail, le nombre d'heures que le travailleur fait par semaine. C'est aussi les horaires de travail. Donc, les jours de prestation, mais aussi le nombre d'heures par jour. Dans ce cas-là, par principe, on ne pourra pas modifier ces éléments. Toutefois, des modifications seront possibles lorsque des conditions objectives de l'organisation du travail de l'entreprise nécessitent un aménagement de l'horaire de travail. Par exemple, si on a une panne de machine et qu'il faut faire des heures en plus, ça c'est tout à fait envisageable. Un contre-exemple, c'est on a un travailleur qui est en horaire de nuit, on ne pourra pas le passer en horaire de jour. Ça, c'est une modification qui n'est pas envisageable. Il faut aussi garder à l'esprit que le travailleur a l'obligation de collaborer de bonne foi à l'exécution de son travail. Et donc, en cas de difficulté de l'entreprise, le travailleur devra être sensible, dans une certaine mesure, bien évidemment, aux circonstances qui s'imposent à l'entreprise. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut insérer dans le contrat de travail une clause qui autorise la modification unilatérale? Alors, la réponse est non. L'employeur ne pourra jamais se réserver le droit dans le contrat de travail de modifier unilatéralement les conditions essentielles. Si une telle clause est prévue dans le contrat de travail, elle sera nulle. Elle ne sera pas applicable. Par contre, ce que les parties peuvent faire, c'est déterminer dans le contrat de travail les éléments accessoires et permettre leur modification. Les parties peuvent également déterminer que l'exécution du travail se fera selon une ou plusieurs modalités préalablement définies ou selon des conditions de travail qui ont un caractère alternatif. C'est le cas, par exemple, d'un représentant de commerce pour lequel on prévoit que son secteur de prospection sera modifié tous les ans. C'est possible. Ou pour un travailleur pour lequel on dit que son lieu de travail sera soit Anvers, soit Bruxelles, selon les nécessités de l'entreprise, mais que ça lui sera communiqué à l'avance. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, quelles sont les conséquences d'une modification interdite? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire face à une modification unilatérale du contrat de travail? Une première réaction, c'est invoquer la rupture unilatérale du contrat de travail, ce qu'on appelle dans le jargon juridique l'acte équivalent à rupture. Dans ce cas-là, il faut être prudent parce qu'il faut être face à une modification imposée, une modification qui soit relativement importante. Par importante, on entend par exemple une rémunération qui était prévue à 2500 et elle la passe à 2000. Dans ce cas-là, c'est important. Il faut faire attention avec l'acte équivalent en rupture parce qu'il faut que la modification imposée par l'autre partie implique la volonté de cette partie de mettre fin au contrat. Donc, dans les faits, ce ne sera pas toujours facile à démontrer. Une deuxième attitude possible, c'est de poursuivre l'exécution du contrat de travail, même s'il y a eu une modification des conditions de travail. Troisième attitude possible, c'est démissionner ou licencier pour motif grave. De nouveau, ça peut être compliqué à montrer dans les faits parce qu'il faut cette notion de motif grave, donc de faute relativement grave, qui est de nature à rompre immédiatement la relation de travail et à rompre la confiance que les parties avaient l'une en l'autre. Quatrième attitude possible, c'est de demander au juge de mettre fin au contrat de travail. Voilà les possibilités qui s'offrent aux parties lorsqu'elles sont face à une modification unilatérale du contrat de travail. Nous en avons terminé pour la théorie sur la modification du contrat de travail. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Je vous laisse quelques secondes pour me les faire parvenir. Donc, on me demande si on peut considérer une absence injustifiée ou un retard de paiement comme une modification d'un élément essentiel. Alors non. Pourquoi? Parce que là, on est face à un manquement à une obligation et qu'il n'y a pas de volonté de rompre le contrat de travail. Donc, on ne pourra pas considérer ça comme une modification unilatérale du contrat de travail.
Est-ce qu'en cas de modification unilatérale, on doit réagir immédiatement? Non, en fait, il y a la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail parce que une modification doit faire l'objet de réflexion. Donc, la personne qui subit cette modification doit avoir un terme de réflexion pour lui permettre de déterminer la portée et l'importance de cette modification, mais aussi de mesurer les conséquences d'un refus de continuer à exercer son travail moyennant la modification. Donc, il faut vraiment laisser à la partie un temps de réflexion. Il n'y a pas de définition du temps de réflexion. En fait, le temps de réflexion sera déterminé au cas par cas en fonction de la modification apportée. En général, c'est de quelques jours, mais pas plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on continue à exécuter le contrat de travail qu'on accepte la modification. Je vois un déménagement d'entreprise reste raisonnable jusqu'à combien de kilomètres? Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de définition. Ça dépendra de la nécessité de l'entreprise et des impacts pour le travailleur. Il faut aussi en fait tenir compte des moyens de déplacement des travailleurs. Et à l'heure actuelle, on a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, ça dépendra vraiment au cas par cas. Je dirais que 30 kilomètres, ça reste raisonnable. Après, il y a la possibilité d'indemniser le travailleur. Donc, il faut voir pourquoi est-ce qu'il y a un déménagement et quelles sont les implications réelles pour le travailleur, ainsi que ses moyens de déplacement. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez une question en la matière ou une question portant sur une autre matière relative aux droits du travail. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre et de vous accompagner dans la mise en place éventuelle de votre question. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à clôturer ce webinaire. Au revoir.